Dans la vaste étendue balayée par les vents de la steppe mongole, près de la montagne sacrée de Burkhan Khaldun et de la sinueuse rivière Onon, un enfant est né vers l'an 1162 qui allait irrévocablement changer le cours de l'histoire. Il reçut le nom de Temujin, un nom dont le destin fut forgé dans les épreuves et les conflits dès ses premiers jours. Son père, Yesugei, était un chef mineur du clan Borjigins, une figure respectée, mais non dominante parmi les tribus mongoles, factieuses qu'on possède. Yesugei arrangea un mariage pour son jeune fils avec Burt, la fille d'une autre tribu, une alliance stratégique typique de l'époque. La tragédie frappa lorsque Yesugei fut traîtreusement empoisonné par des Tatars rivaux, laissant sa famille sans chef et vulnérable. Après sa mort, le clan de Yesugei abandonna sans cœur ses 2 veuves et ses 7 enfants, les rejetant pour qu'ils se débrouillent seuls dans la steppe impitoyable. Cette période d'extrême pauvreté et de désespoir inculqua au jeune Gengis Khan une profonde compréhension de la survie et une volonté inébranlable. Ils survécurent en cherchant des racines sauvages, en chassant de petits animaux et en pêchant dans les rivières froides Ponton. Lors d'une dispute au sujet d'un poisson pêché, Gengis Khan et son frère Khazar tuèrent leur demi-frère, Baiter, un signe précoce d'un pragmatisme impitoyable. Sa réputation grandissante fit de lui une cible, et il fut bientôt capturé par les Taishud, le clan même qui avait abandonné sa famille. Forcé de porter un collier en bois, une lourde cangue, il fut exhibé comme prisonnier, une profonde humiliation. Pourtant, lors d'un festival, il saisit une opportunité, frappant son garde et se cachant dans la rivière Onon, avec seulement ses narines hors de l'eau. Il fut aidé par un homme compatissant issu d'une famille de classe inférieure, Sorgan Shirak, qui reconnut son potentiel et le cacha dans une charrette de laine. Cette évasion audacieuse renforça considérablement sa légende et attira des partisans sous sa bannière. Il rechercha ensuite Burt, sa fiancée, et l'épousa officiellement, cimentant une alliance cruciale et un partenariat à vie tournant. Peu après, le désastre frappa à nouveau lorsqu'une tribu rivale, les Merkites, attaqua leur camp et enleva Burt en représailles d'une vieille offense impliquant la mère de Gengis Khan Pinpoint. Dévasté mais résolu, Gengis Khan forgea une alliance critique avec Landa, frère de sang de son père, Togrul de la tribu Kerey, et un ami d'enfance charismatique, Jamukha. Ensemble, ils rassemblèrent une armée formidable pour sauver Burt de ses ravisseurs. La bataille qui suivit fut un succès retentissant. La tribu Merkite fut écrasée et Burt fut secouru. Burt deviendrait sa femme principale et impératrice, et ses enfants seraient ses héritiers désignés. L'opération de sauvetage réussit et éleva massivement le statut de Gengis Khan, prouvant ses capacités en tant que commandant militaire et homme capable d'inspirer la loyauté. Après la victoire, Gengis Khan et Jamukha, qui avaient juré d'être Andas, maintinrent une amitié proche, mais de plus en plus tendue. Leurs idéologies divergentes commencèrent à créer un fossé. Gengis Khan promouvait la méritocratie, récompensant la compétence et la loyauté, tandis que Jamukha favorisait l'aristocratie mongole traditionnelle. La rupture finale survint lorsque leurs partisans s'affrontèrent, menant à une confrontation inévitable et tragique entre les 2 anciens amis pugnais. Jamukha fut finalement vaincu et, selon la légende, fut livré à Gengis Khan par ses propres généraux traîtres. Gengis Khan, abhorrant la déloyauté, fit exécuter immédiatement les généraux traîtres. Il offrit ensuite une amitié renouvelée à Jamukha, mais Jamukha refusa, demandant une mort noble sans verser de sang, comme c'était la coutume pour la royauté. Honorant sa demande, Gengis Khan lui fit briser le dos, une exécution rapide et sans effusion de sang, réservée à ceux de haut rang. Avec son principal rival disparu, Gengis Khan commença systématiquement le processus d'unification de toutes les tribus nomades du plateau mongol. Il combattit et soumit les puissants Tatars, les Kereites sous son ancien patron Togrul, et les redoutables Naïmans à l'ouest. Il ne fit pas que les vaincre, il brisa leur structure tribale et intégra les survivants dans sa propre armée, en croissance rapide. Cette politique d'assimilation était radicale, créant une nouvelle identité unifiée qui transcendait les vieilles loyautés claniques. En 1206, il avait réussi à rassembler tous les peuples des tentes aux murs de feutre sous son commandement unique. Une grande assemblée, un Kurultai, fut convoquée aux sources de la rivière Onon pour officialiser cette nouvelle réalité. Là, le chaman Kokochu le déclara Gengis Khan, le souverain océanique ou souverain universel de tous les Mongols. Ce n'était pas juste un titre, c'était un mandat divin pour diriger le monde.
Gengis Khan s'attela immédiatement à organiser sa nouvelle nation et sa formidable machine militaire. Il organisa son armée sur la base d'un système décimal, créant des unités de 10 Arban, 1, 1000, Myangon et 10 000 Tumen. Cette structure brisa les hiérarchies tribales traditionnelles et assura la loyauté directement envers lui et ses commandants nommés. Il nomma ses compagnons les plus fidèles, les individus compétents comme généraux, quel que soit leur rang social. Des figures comme Subutai, Jeb et Mukali s'élevèrent d'origine modeste pour devenir certains des plus grands esprits militaires de l'histoire sous sa direction. La discipline était absolue et appliquée par un code de loi écrit, connu sous le nom de Yassa. La Yassa couvrait tout, du protocole militaire au comportement personnel, le vol et l'adultère étant passibles de mort. Le noyau de son armée était l'archer de cavalerie légère, maître de l'arc composite et cavalier sans égal. Ils pouvaient chevaucher pendant des jours, dormant en selle et survivant grâce à du lait caillé séché et au sang de leur monture. Leur tactique la plus célèbre était la fausse retraite, attirant les formations ennemies dans une poursuite désorganisée avant de se retourner pour les anéantir sous des pluies de flèches. Avec l'unification des steppes terminée, Gengis Khan tourna son regard vers l'extérieur, vers les riches civilisations sédentaires qui bordaient son nouvel empire. Sa première grande campagne étrangère fut contre le royaume Tangut des Xia occidentaux dans le nord-ouest de la Chine. Les Mongols étaient maîtres de la bataille en champ libre, mais luttèrent initialement avec la guerre de siège contre les villes fortifiées. Ils apprenaient vite, cependant, et commencèrent à intégrer des ingénieurs capturés et la technologie de siège dans leur armée. Une tactique impliquait de détourner une rivière pour inonder la capitale des Xia occidentaux. Une tentative ambitieuse mais finalement ratée qui montra néanmoins leur ingéniosité. Finalement, le souverain des Xia occidentaux se soumit, acceptant de devenir un État vassal et de payer un tribut. Ensuite, Gengis Khan lança une invasion à grande échelle de la puissante dynastie Jin dans le nord de la Chine. Ce fut une guerre longue et épuisante contre un empire beaucoup plus grand et technologiquement avancé. Les Mongols dévastèrent systématiquement la campagne, isolant les grandes villes Jianzhou. En 1215, ils assiégèrent et capturèrent la capitale Jin de Zhongdu, l'actuelle Pékin. Les l'envoient de l'époque contre de Kimtu. La ville fut mise à sac pendant un mois, ses trésors pillés et une partie importante de sa population massacrée. Pendant que la guerre en Chine continuait, un nouveau front s'ouvrit à l'ouest. Gengis Khan avait cherché à établir des relations commerciales pacifiques avec le riche empire khwarezmien, qui contrôlait une grande partie de l'Asie centrale et de la Perse centrale. Il envoya une caravane commerciale et des ambassadeurs à la ville d'Otrar, cherchant un accord avec son gouverneur, Inalchuk. Inalchuk, méfiant envers la caravane et avide de ses richesses, fit arrêter et exécuter les marchands, saisissant leurs biens. Dans une ultime et grave insulte, lorsque Gengis Khan envoya des émissaires pour demander justice, le Shah de l'empire khwarezmien fit tuer l'un d'eux et raser la barbe des autres. Cet acte de défi enragea Gengis Khan, qui le vit comme un affront personnel et impardonnable. Il aurait déclaré « Le Shah a choisi la guerre » et commença à rassembler l'une des forces d'invasion les plus grandes et les plus méticuleusement planifiées de l'histoire. En 1219, une armée de peut-être 200 000 Mongols descendit sur l'empire khwarezmien dans une attaque sur plusieurs fronts. Gengis Khan mena personnellement un détachement dans un voyage périlleux et secret à travers le désert du Kizilkum pour apparaître de manière inattendue derrière les lignes khwarezmiennes. La première grande ville à tomber fut Otrar, où le gouverneur Inalchuk avait pris sa décision fatidique. Gengis Khan ordonna un châtiment terrible. Inalchuk aurait été exécuté en lui, versant de l'argent fondu dans les yeux et les oreilles. Les grandes villes de la route de la soie, Bukhara et Samarcande, centres de savoir et de culture, furent les suivantes sur la liste. À Bukhara, Gengis Khan entra à cheval dans la mosquée principale et se déclara le fléau de Dieu envoyé pour les punir de leurs péchés. La ville fut incendiée et ses bibliothèques, remplies de connaissances inestimables, furent détruites. Samarcande subit un sort similaire, ses systèmes d'irrigation sophistiqués par Khanat étant totalement détruits. La capitale Urgence opposa une résistance féroce, combattant rue par rue. En représailles de leur défi, les Mongols massacrèrent systématiquement la population, puis détournèrent une rivière pour submerger complètement les ruines. Le Shah, Alaa ad-Din Mohammad II, s'enfuit, terrorisé, poursuivi sans relâche à travers son propre empire par un détachement mené par les brillants généraux Subutai et Jeb. Le Shah mourut finalement de pleurésie sur une île désolée de la mer Caspienne, un homme brisé et vaincu.
La mission de Subutai et Jeb se transforma en l'une des plus grandes opérations de reconnaissance en force de l'histoire. Ils menèrent leur armée de 20 000 hommes dans un raid incroyable de 500 miles autour de la mer Caspienne. Ils vainquirent le royaume de Géorgie, puis une coalition beaucoup plus large de princes, de la Russe de Kiev à la bataille de la rivière Kalka. Cette expédition donna aux Mongols leur premier goût de l'Europe et rassembla des renseignements vitaux pour les futures invasions. La destruction de l'empire khwarezmien fut totale, entraînant la mort de millions de personnes et un changement démographique significatif en Asie centrale. Malgré sa réputation de brutalité, le règne de Gengis Khan fut également caractérisé par des innovations administratives et sociales surprenantes. L'Aïassa, son code de loi, bien que sévère, créa une société avec un ordre et une discipline sans précédent. Il établit une méritocratie, promouvant les individus sur la base de la compétence et de la loyauté plutôt que de la naissance noble, un concept révolutionnaire pour son époque. Gengis Khan pratiquait la tolérance religieuse à un degré jamais vu dans la plupart des empires contemporains. Il comprit qu'un empire stable ne pouvait être construit en persécutant les croyances de ses divers sujets. Il exempta les chefs religieux et leurs biens de l'impôt, gagnant leur bonne volonté. L'une de ses créations les plus significatives fut le YAM, un système de postes et de relais incroyablement efficace. Ce réseau de stations fournissait des chevaux frais et des provisions, permettant aux messages officiels et aux renseignements de parcourir jusqu'à 200 miles par jour. Le YAM était l'épine dorsale de l'empire mongol, permettant une communication rapide et un contrôle sur ces vastes territoires. Gengis Khan commanda également l'adoption de l'écriture ouïghour pour créer une langue écrite pour le mongol, une étape cruciale dans la codification des lois et des archives. En sécurisant la route de la soie et en éliminant les péages constants et le banditisme, il favorisa involontairement la plus grande période de commerce et d'échange entre l'Est et l'Ouest. Cette Pax Mongolica permit la transmission sûre de marchandises, d'idées, de technologies et, malheureusement, de maladies comme la peste noire. Dans ces dernières années, Gengis Khan retourna finir le travail contre les Xiassia occidentaux, qui avaient défié ses ordres de fournir des troupes pour la campagne khwarezmienne. La campagne fut un succès, et la culture tangoute fut presque complètement anéantie dans un acte final et brutal de punition. Ce fut durant cette dernière campagne, en l'an 1227, que Gengis Khan mourut. La cause exacte de sa mort reste un mystère historique, avec des théories allant de la mort au combat, à une chute de cheval, ou succombant à la maladie Kantis. Pour maintenir le secret et la sécurité pendant le retour de l'armée en Mongolie, son cortège funèbre aurait tué tout le monde et tout ce qu'il rencontrait. Sa dernière demeure est l'un des plus grands secrets de l'histoire, enterré quelque part près de la montagne sacrée de Burkhan Khaldun. La légende raconte qu'une rivière fut détournée sur sa tombe pour la cacher à jamais, et que les 1000 soldats qui connaissaient l'emplacement furent exécutés. Avant sa mort, Gengis Khan avait soigneusement planifié sa succession, divisant l'empire entre ses 4 fils issus de Burt, Jochi, Jagatai, Ögedei et Tolui. Il nomma son 3e fils charismatique et généreux, Ögedei, comme son successeur et le prochain grand Khan Uten. L'empire mongol, sous ses fils et petits-fils, continuerait à s'étendre, s'étirant finalement de l'océan Pacifique aux portes de Vienne. L'héritage de Gengis Khan est complexe et profondément controversé. Pour beaucoup en Perse, en Russie et en Asie centrale, son nom est synonyme de massacre, de destruction et de barbarie. Pour les Mongols, cependant, il est le père fondateur vénéré de leur nation, une figure d'une immense fierté et un symbole de force et d'unité. Il fut responsable de la mort d'environ 40 millions de personnes, un pourcentage stupéfiant de la population mondiale à l'époque Pongondel. Pourtant, il créa aussi un empire s'étendant sur un continent qui connectait les civilisations, promouvait le commerce et établissait un état de droit. Son histoire est un témoignage puissant de la capacité d'un seul individu à s'élever des profondeurs les plus basses pour commander le monde. Son héritage génétique est aussi étonnant. Des études suggèrent que des millions d'hommes aujourd'hui sont ses descendants directs. En fin de compte, Gengis Khan était une force de la nature, un agent de création par la destruction, qui brisa l'ancien monde pour en construire un nouveau, à son image.